Arabella Fairfax se tenait dans la plus petite salle annexe de la galerie Thornbury par une soirée de mai en 1851, les mains jointes avec raideur dans son dos, là où personne ne pouvait les voir trembler, et observait la société londonienne disséquer 3 années de sa vie avec la cruauté désinvolte de gens qui n'avaient jamais rien créé d'important. Les hauts plafonds de la galerie s'élevaient au-dessus d'elle, les lustres à gaz projetant une chaude lumière dorée sur les cadres dorés et les parquets cirés, l'air épais du parfum de la cire d'abeille et des parfums coûteux portés par des femmes dont le plus grand accomplissement artistique était d'arranger des fleurs dans des vases en cristal. Ces 6 tableaux étaient accrochés à ses murs comme des confessions qu'elle regrettait maintenant d'avoir faites. Des paysages sombres et mélancoliques des landes du Yorkshire qu'elle avait peints avec tant d'espoir, une telle conviction que l'honnêteté dans l'art pourrait être plus appréciée que la joliesse, mais la foule à la mode qui déambulait à l'inauguration de l'exposition traitait son travail comme on considérerait un malheureux accident, quelque chose à regarder brièvement avant de passer à des visions plus plaisantes. Elle avait 28 ans, un âge où la société s'attendait à ce qu'une femme se soit assurée un mari et ait commencé à produire des enfants au lieu de tableaux, et elle avait passé ces années qui auraient dû être consacrées à la danse et au flirt enfermées dans des ateliers froids, essayant de capturer sur la toile ce qu'elle voyait en regardant le monde, la puissance, la sauvagerie et la terrible beauté qui existaient au-delà des frontières sûres de ce que les femmes étaient censées remarquer. M. Whitmore, le propriétaire de la galerie, n'avait accepté d'exposer son travail que parce que son défunt père avait été un érudit respecté, bien que pauvre, et que l'homme la connaissait depuis son enfance, quand elle suivait son père à des conférences avec de la peinture tachant déjà ses petits doigts, mais même ce lien ancien ne pouvait la protéger de ce qui se passait maintenant dans ces salles élégantes. La galerie principale, au-delà de l'embrasure de la porte, résonnait de rires et de conversations animées, les flûtes de champagne captant la lumière, tandis que l'élite artistique de Londres célébrait les tableaux convenables qui y étaient accrochés, des scènes pastorales, de délicates aquarelles et des tableaux historiques qui confirmaient tout ce que la société croyait déjà sur l'art, la beauté et l'ordre naturel des choses, tandis que dans sa petite salle annexe, le silence s'alourdissait à chaque instant qui passait. Lady Henrietta Dashwood passa devant ces tableaux avec à peine un regard, sa voix portant clairement alors qu'elle déclarait à ses compagnons que l'œuvre était d'une exécution troublante de masculinité, qu'on pouvait à peine croire qu'une femme ait peint des paysages si durs, si agressifs, et Arabella sentit quelque chose dans sa poitrine devenir très calme et froid, tandis qu'elle mémorisait le visage de la femme, le dédain désinvolte de son expression. Lord Thomas Gardiner s'arrêta plus longtemps, étudiant sa peinture d'une lande balayée par le vent sous un ciel menaçant, et elle s'accorda un moment d'espoir avant qu'il ne se tourne vers son compagnon et ne déclare que c'était le produit malheureux du fait de permettre aux femmes d'accéder à des matériaux sérieux, son ton suggérant qu'elle avait en quelque sorte volé les huiles, la toile et les pinceaux qu'elle avait mis des mois à économiser pour acheter. Mais le pire arriva lorsque Sir Edmund Morland, le célèbre critique d'art dont les critiques pouvaient faire ou défaire des carrières, se présenta et se tint devant son plus grand tableau, les bras croisés et l'expression d'un maître d'école déçu face à un élève qui n'avait pas réussi à saisir une simple leçon. « On peut discerner une technique compétente, certainement », annonça-t-il à voix haute au groupe de mécènes qui se rassemblaient autour de lui comme des disciples. Mais où est-ce le cœur? La grâce féminine, ces paysages agressent plutôt qu'ils n'apaisent. L'art d'une femme devrait être comme la femme elle-même, agréable, doux, décoratif. Ceci est agressif. Lady Dashwood rit de cette déclaration, un son cristallin qui transperça Arabella comme du verre, et ajouta que peut-être Miss Fairfax tentait de peindre comme un homme, n'ayant pas réussi à s'en assurer un, et la foule rassemblée gloussa d'appréciation devant cet esprit, tandis qu'Arabella se tenait très droite,
ses yeux gris-vert secs malgré l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine comme un feu qu'elle aurait avalé. Elle étudia chaque visage, mémorisant leur dédain, le rangeant à l'endroit où elle gardait chaque affront et chaque rejet qu'elle avait enduré pour avoir choisi de voir le monde avec les yeux d'une artiste au lieu des regards calculateurs d'une femme à marier. Ces tableaux étaient accrochés à ses murs comme des morceaux de son âme rendus visibles, les landes du Yorkshire qu'elle avait arpentées par tous les temps avec son chevalet portable et sa détermination à capturer la vérité plutôt que le sentimentalisme, les pierres anciennes se dressant contre de vastes cieux, les landes sauvages où le vent courbait les herbes en des motifs qui parlaient de forces plus grandes que les préoccupations humaines, la beauté menaçante des orages déferlant sur des paysages qui avaient existé bien avant les salons de Londres et qui existeraient bien après. Et ces gens regardaient en sa vérité et la trouvaient décevante parce qu'elle ne se conformait pas à leurs définitions étroites de ce que la vision d'une femme devait contenir. M. Whitmore apparut à son coude, son expression mal à l'aise, suggérant à voix basse qu'elle pourrait peut-être envisager de retirer les tableaux pour éviter davantage d'embarras, que cette exposition ne trouvait manifestement pas l'accueil qu'ils avaient espéré, et Arabella se tourna vers lui avec une dignité froide qui venait d'une réserve profonde qu'elle ne se connaissait pas. « L'exposition dure 3 jours, lui dit-elle avec une précision cassante. Mon contrat stipule la durée complète. » Sa sœur cadette Lydia se matérialisa de la foule comme un beau reproche, âgée de 22 ans et récemment fiancée à un riche marchand. Tout en elle douce et agréable comme la société l'exigeait, son visage affichant une préoccupation publique qui se dissipa en une colère sifflante dès qu'elles furent relativement seules près des tableaux. « Tu jettes le discrédit sur le nom de la famille » murmura Lydia, avec une urgence acérée. « Tu as toujours été égoïste, Arabella. Tes excentricités se reflètent aussi sur mes perspectives. Ne vois-tu pas cela? Ne peux-tu pas pour une fois considérer quelqu'un d'autre que ton propre besoin obstiné d'être différente? » Les mots la frappèrent comme des coups, mais Arabella absorbait de tels coups depuis des années, apprenant à rester stable sous le poids de la déception des autres, face à son incapacité à être ce qu'ils avaient en besoin qu'elle soit. Elle avait peint ce qu'elle voyait et ressentait. Dit-elle à M. Whitmore, lorsqu'il revint avec une autre suggestion qu'elle pourrait reconsidérer, si la société trouve l'émotion honnête dans le paysage déplaisante, cela en dit plus sur les limites de la société que sur le mérite de mon travail. Mais ces paroles provocantes ne purent effacer le son de 3 jeunes débutantes qui ricanaient dans un coin, leur voix flottant à travers la pièce avec la cruauté désinvolte de la jeunesse qui n'a pas encore appris à modérer ses moqueries. La pauvre Miss Fairfax devrait abandonner ses pinceaux et se concentrer sur la recherche d'un mari avant d'être complètement délaissée, dit l'une d'elles, et les autres acquiescèrent avec d'autres rires, et Arabella sentit le reste de son sang-froid commencer à se fissurer sous le poids accumulé de cette dissection publique. Le contraste entre la scène sociale vibrante de la galerie principale et sa position isolée dans cette salle annexe devint insupportable, le son des rires confiants et des discussions animées sur les tableaux convenables résonnant tandis qu'elle se tenait seule à côté de ses échecs, et elle prit la décision de partir avant le dîner de réception officiel, incapable de supporter un examen plus approfondi par des gens qui ne comprendraient jamais ce qu'elle avait essayé d'accomplir. Elle traversa la galerie la tête haute et les mains toujours jointes dans son dos, passant devant les foules rassemblées autour des roses à l'aquarelle et des douces scènes pastorales, passant devant le champagne, la lueur des bougies et la compagnie scintillante, ses pas résonnant sur les parquets cirés tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie. Dans la voiture, par la suite, Lydia continua ses récriminations, son joli visage tordu par la frustration face à une sœur qui refusait de se conformer au schéma qui rendait la vie navigable pour les femmes conventionnelles. « Tu aurais pu peindre des fleurs, Bella, des roses à l'aquarelle,
Quelque chose de joli, dit Lydia avec une exaspération épuisée. Mais non, tu dois toujours être différente, toujours prouver quelque chose, et à quelle fin? L'humiliation et la ruine. Arabella regarda par la fenêtre les rues de Londres qui s'assombrissaient, les becs de gaz qui commençaient à luire dans le crépuscule naissant, et ne répondit pas parce qu'il n'y avait pas de réponse que Lydia comprendrait. Aucun moyen d'expliquer que peindre ce qui était vrai importait plus que de peindre ce qui était sûr. Même si la vérité menait exactement là où sa sœur le prédisait, à la ruine sociale, au célibat confirmé et à la conscience d'avoir passé 3 ans à créer une œuvre que le monde avait rejetée de manière décisive. L'air du soir semblait froid contre son visage, tandis que la voiture roulait dans des rues remplies de gens se dirigeant vers leur propre destination, leurs propres dîners, conversations et vies ordinaires. Tandis qu'elle portait dans sa poitrine le poids de cet échec public, la confirmation dévastatrice que sa vision du monde, sa tentative honnête de capturer sur toile ce qu'elle voyait en regardant les paysages sauvages du Yorkshire, n'était pas seulement indésirable, mais activement offensante pour les personnes mêmes dont l'approbation déterminait si l'œuvre d'un artiste survivrait ou disparaîtrait dans l'obscurité. Arabella se retira dans son modeste logement de Bloomsbury comme un animal blessé cherchant refuge, les pièces exiguës qu'elle partageait avec sa tante veuve, Béatrice Tilney, lui semblant à la fois sanctuaire et prison, alors qu'elle montait les escaliers étroits jusqu'à l'étage où les toiles étaient empilées contre les murs, et où l'odeur perpétuelle d'huile de lin et de térébenthine flottait dans un air qui ne s'éclaircissait jamais complètement. Sa tante, une ancienne gouvernante qui avait passé 30 ans à enseigner aux enfants des autres avec une digne patience, ne posa aucune question quand Arabella rentra tôt de l'exposition, préparant simplement du thé et s'asseyant tranquillement dans le coin du petit salon, pendant que sa nièce contemplait les meubles usés et la lumière inadéquate du nord qui filtrait par des fenêtres qui n'avaient jamais été tout à fait adaptées à la peinture, mais qui étaient tout ce qu'elle pouvait se permettre. Pendant 5 jours, Arabella ne put se résoudre à peindre, se tenant devant des toiles vierges qui semblaient se moquer d'elle avec leur vide, leur potentiel qu'elle avait en quelque sorte gâché en croyant que l'honnêteté dans l'art pourrait être plus appréciée que la joliesse, et les journaux de Londres arrivaient chaque matin avec des critiques qui faisaient écho et amplifiaient les critiques de la galerie jusqu'à ce qu'elle se sente noyée sous la certitude des autres que sa vision était fondamentalement défectueuse. Elle se força à lire chaque mot cruel, assise dans sa petite chambre, entourée de coupures de presse étalées sur le couvre-lit délavé, absorbant chaque affirmation selon laquelle son travail manquait de sensibilité féminine, que sa technique était peut-être compétente mais que son registre émotionnel était totalement erroné, qu'elle avait échoué dans la tâche essentielle de créer un art qui apaisait plutôt que de déranger. La 3e nuit, sa tante la trouva à 3 heures du matin, les mains tachées de peinture, ayant détruit une toile à moitié finie dans un accès de rage et de chagrin qui la laissa tremblante, de la térébenthine éclaboussée sur le sol et des morceaux de toile déchirés éparpillés comme des preuves de violence. Et Béatrice Tilney apporta du thé et s'assit à côté de sa nièce sans parler jusqu'à ce que les tremblements cessent. J'ai passé 30 ans à enseigner aux enfants des autres, parce qu'on m'a dit qu'une femme de ma condition n'avait pas d'autre choix respectable, dit finalement sa tante dans la lumière grise de l'aube. J'aimais ces enfants, mais Arabella, je n'ai jamais peint, bien que mes doigts en aient eu l'envie, ne devenez pas moi. Ne vous retournez pas à 60 ans en vous demandant qui vous auriez pu être. Les mots se posèrent dans la poitrine d'Arabella comme des pierres, lourds et vrais, mais elle ne savait pas comment ne pas devenir sa tante, alors que la société avait rendu dévastateur de clarté qu'il n'y avait pas de place pour les femmes qui insistaient pour voir et peindre le monde tel qu'il était réellement plutôt que comme la convention confortable le préférait. Le 6e jour, l'avoué de sa tante, M. Benedict Wentworth, arriva avec son portefeuille en cuir et ses manières formelles,
demandant un entretien privé dans le petit salon qui servait de salle à manger, de salon et de toute autre sorte de pièces dans leur logement d'exigu, et Arabella s'assit en face de lui, sans autre attente que peut-être une facture finale de la succession de son père, un dernier rappel de dette et d'obligation. La nouvelle qu'il apporta était si inattendue qu'elle dut lui demander de la répéter. Certaine d'avoir mal entendu, que le chagrin et l'épuisement avaient confusé sa compréhension. Un oncle maternel éloigné, un érudit reclus nommé Thomas Fairfax, qu'Arabella se souvenait à peine avoir rencontré une fois dans son enfance, était mort dans le Lake District et lui avait laissé un petit cottage avec un revenu annuel de 150 livres sterling, à peine assez pour vivre selon les standards de Londres, mais suffisant pour l'indépendance si l'on était prêt à vivre simplement, et la seule condition était qu'elle devait y résider pendant 1 an avant que l'héritage ne soit finalisé. Elle lut les documents que M. Wentworth étala sur les surfaces en acajou et en cuir de son bureau, qui sentaient le vieux papier et la cire à cacheter. L'héritage exposé avec une précision formelle dans un langage qui semblait à la fois miraculeux et terrifiant. Il y avait une note personnelle de son oncle, d'une écriture qui tremblait avec l'âge ou la maladie, et elle l'a lue à voix haute pour elle-même, avec émerveillement. « Vous êtes la seule à avoir hérité de la folie familiale, » avait-il écrit. « Le besoin de capturer le monde tel qu'il est, non comme la société le souhaiterait. Le cottage était mon refuge, que ce cottage soit le vôtre. » Arabella sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Un espoir fou et terrifiant qu'il y avait peut-être un chemin à suivre qui ne lui demandait pas de s'excuser pour sa vision, ou d'adoucir son travail, ou de devenir le genre de femme qui peignait des roses à l'aquarelle, parce que les roses étaient sans danger. Lydia arriva quelques heures après avoir appris la nouvelle, son joli visage rouge de colère, insistant pour qu'Arabella refuse cet héritage et reste à Londres pour réparer sa réputation par un comportement approprié, par le genre de conformité féminine tranquille qui pourrait éventuellement faire oublier à la société l'embarras de l'exposition. Leur mère, une invalide qui dépendait entièrement du mariage prochain de Lydia pour sa sécurité et son confort, convint de son lit de malade qu'Arabella devait rester, se rendre utile et discrète, et peut-être éventuellement mariable, si seulement elle abandonnait ses prétentions artistiques. « Tu es égoïste, » dit Lydia, avec la netteté particulière qui venait de la peur. « Mère a besoin que je fasse un bon mariage, ce qui exige que notre famille soit respectable. Tes excentricités mettent tout en péril. Ne vois-tu pas que tes choix affectent plus que toi seul? » Mais tante Béatrice était assise tranquillement dans le coin, les mains jointes et l'expression sereine, et quand Arabella regarda sa tante, elle vit dans ce visage buriné le fantôme de ce qu'elle pourrait elle-même devenir si elle restait. Une femme qui avait ravalé ses propres rêves pour répondre aux besoins des autres, qui avait vécu une bonne vie utile, mais jamais la vie dont son âme avait faim. Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver, ma chère, dit doucement Béatrice, et les mots sonnèrent comme une permission, comme une bénédiction. Arabella prit sa décision avec un calme d'acier qu'elle ne se connaissait pas, rencontrant le regard courroucé de Lydia, avec des yeux gris-vert stables, qui ne sciaient plus devant la désapprobation. « Alors je serai immariable, » dit-elle à sa sœur, « mais je serai moi-même. Et je te délie de toute association avec moi. Dis à la société que je suis parti m'occuper d'un parent malade. Dis-leur n'importe quoi, mais je ne m'excuserai pas de voir le monde en couleur et en tempête plutôt qu'en plaisanterie pastel. » La confrontation la laissa tremblante mais certaine, et elle passa les jours suivants à prendre des dispositions pour quitter complètement Londres, emballant ses peintures, ses pinceaux et ses toiles, avec un sentiment de détermination qui avait été absent depuis l'inauguration dévastatrice de l'exposition. Le dernier jour de l'exposition, elle se rendit à la galerie Thornbury pour récupérer ses tableaux, arrivant tôt le matin quand les salles étaient vides et calmes.
des grains de poussière flottant dans la lumière oblique du soleil qui donnait à l'espace une atmosphère abandonnée et mélancolique. La galerie avait l'écho creux des lieux destinés aux foules lorsque les foules sont parties, et ces 6 tableaux accrochés dans la petite salle annexe semblaient en quelque sorte différents dans cette solitude, plus forts et plus provoquants, sans le poids du jugement de la société pesant sur eux. Elle trouva M. Whitmore en conversation avec un grand gentleman distingué dont les cheveux sombres captaient la lumière du matin, les 2 hommes se tenant devant son plus grand paysage avec une intensité de concentration qui la fit s'arrêter dans l'embrasure de la porte. Le gentleman se tenait parfaitement immobile, tandis qu'il examinait sa peinture des landes du Yorkshire sous un ciel menaçant, sa posture suggérant le genre de concentration profonde qu'elle reconnaissait de ses propres heures passées à étudier le paysage et la lumière. Et même dans son état hâtif et défensif, elle remarqua la qualité de son attention, la façon dont il semblait vraiment voir plutôt que simplement regarder. Mais l'humiliation et la méfiance la rendirent froide, la firent interrompre avant que M. Whitmore ne puisse se tourner et faire les présentations. Sa voix cassante, alors qu'elle les informait qu'elle était venue retirer les pièces offensantes, les mots délibérés et vifs. Le visage de M. Whitmore enregistra la surprise puis la consternation, sa bouche s'ouvrant pour parler. Mais Arabella se dirigeait déjà vers ses tableaux avec une efficacité rapide, ne voulant pas entendre le poli rejet ou l'explication maladroite qu'il pourrait offrir. « C'est Miss Fairfax elle-même. Votre grâce !» entendit-elle M. Whitmore dire alors qu'elle commençait à décrocher la première toile. « J'ai essayé de vous dire qu'elle avait déjà demandé le retour des tableaux. Elle est assez fière. » Mais Arabella ne s'arrêta pas pour considérer qui pouvait être ce gentleman ou quel titre le propriétaire de la galerie avait utilisé, ne voulant que s'échapper avec les restes de sa dignité et de son travail. Elle partit avant que M. Whitmore ne puisse expliquer que le gentleman souhaitait acheter les tableaux, les bras chargés de toile et le cœur plein de la certitude amère qu'elle faisait ce qu'il fallait en quittant Londres, en acceptant l'héritage de son oncle et en se retirant dans le Lake District, où elle n'aurait pas à endurer la torture particulière de regarder la société disséquer et rejeter ses tentatives de créer quelque chose de vrai. Le gentleman mystérieux ne resta qu'une impression, alors qu'elle partait, grand, aux cheveux sombres et entièrement concentré sur son travail d'une manière qui semblait différente des foules de la galerie, mais qu'elle était trop à vif pour examiner, trop sur la défensive pour y croire. Plus tard, dans la voiture qui l'emmenait loin de la galerie avec ses 6 tableaux emballés et sécurisés, elle s'autorisa à se demander brièvement qui il avait été et ce qu'il avait voulu. Mais cette interrogation semblait dangereuse, comme espérer une validation d'un monde qui avait rendu son jugement clair. Les documents de l'héritage reposaient dans son réticule avec la lettre de son oncle sur la folie familiale et le refuge, et elle toucha les papiers à travers le tissu, tandis que la voiture roulait dans les rues de Londres qu'elle quitterait bientôt, peut-être pour toujours. Sa décision était prise, radicale et irréversible. De poursuivre une expression de soi authentique, même à un coût social énorme, de choisir l'isolement et l'intégrité artistique plutôt que toute possibilité d'approbation de la société. Et si cela signifiait qu'elle serait immariable, excentrique et perdue pour la vie féminine conventionnelle, alors qu'il en soit ainsi, car elle ne pouvait pas retourner à prétendre que sa vision du monde était erronée simplement parce qu'elle mettait les gens à l'aise, mal à l'aise, ne pouvait pas passer le reste de sa vie à peindre des roses à l'aquarelle quand son âme voyait des tempêtes, des pierres anciennes et la terrible beauté de paysages qui existaient au-delà du contrôle ou de la compréhension humaine. 3 mois s'écoulèrent dans le Lake District, comme une lente expiration après des années à retenir son souffle. Et Arabella s'installa au Cottage Dove à Gramere, avec un sentiment d'être enfin chez elle qu'elle n'avait jamais connu dans les logements exigus de Londres ou en présence désapprobatrice de sa famille. Le cottage était petit et en pierre, avec des plafonds bas et des fenêtres profondes,
entourée de jardins sauvages laissés à l'abandon durant les dernières années de son oncle et abritée par des chênes anciens qui avaient été témoins de générations d'âmes solitaires cherchant refuge face aux exigences du monde. L'intérieur était sobre mais confortable, et en quelques jours, chaque surface disponible fut couverte de croquis, de matériel de peinture et de toiles à moitié finies, Arabella s'appropriant complètement l'espace pour son art, sans plus se soucier de ce que les visiteurs pourraient penser, ou de l'apparence que devaient avoir les pièces d'une dame comme il faut. L'isolement et la beauté naturelle des fels et des lacs guérirent progressivement quelque chose dans son esprit créatif blessé, qu'elle ne savait pas pouvoir être guérie, et elle se retrouva à se lever avec le soleil pour peindre par tous les temps, les mains perpétuellement tachées d'huile et ses cheveux s'échappant de leurs épingles, tandis qu'elle arpentait la campagne avec son chevalet portable et sa conviction ravivée que ce qu'elle voyait importait. La transformation physique fut subtile mais profonde. La couleur revint à ses joues après des heures passées dehors, dans le vent et le soleil. Une sauvagerie entra dans ses yeux gris-vert, remplaçant la prudence gardée que Londres lui avait enseignée. La posture rigide de la société se relâchant pour devenir l'intensité concentrée d'une peintre, alors qu'elle se tenait devant ses toiles, complètement absorbée par le travail de capturer la vérité. Elle peignait de manière obsessionnelle, sans penser à l'exposition ou à l'approbation, des ciels orageux sur Rydal Water, où la lumière perçait les nuages en rayons qui semblaient presque divins. Les pierres anciennes du cercle de Castlereagh se dressant contre de vastes cieux dans des arrangements qui parlaient de dessins perdus dans le temps. La puissance brute de la cascade d'Ira Force, où l'eau s'écrasait sur les rochers, avec une violence qui était belle, précisément parce qu'elle était indifférente à l'esthétique humaine. Son travail devint plus audacieux et plus confiant à chaque pièce. Les peintures dans son atelier de cottage plus puissantes que tout ce qu'elle avait créé pour l'exposition de Londres, parce qu'elle venait d'un lieu de liberté, plutôt que du besoin désespéré de prouver quelque chose à des gens qui avaient déjà décidé qu'elle avait tort. Elle se lia d'amitié avec Madame Clara Bennett, une veuve qui tenait le bureau de poste du village et le magasin général. Une femme pratique aux yeux bienveillants qui ne posait aucune question indiscrète sur la raison pour laquelle une dame de bonne famille vivait seule dans un cottage à peindre des paysages, au lieu de rechercher le mariage et la respectabilité. La petite communauté artistique de la région comprenait un poète nommé William Dashwood, qui occupait un cottage voisin et qui passait de temps en temps pour discuter d'art et de littérature avec le genre de respect sérieux qu'Arabella n'avait jamais reçu de la société londonienne, l'encourageant à faire confiance à sa vision et lui rappelant que toute œuvre vraiment originale est initialement rejetée par ceux qui sont trop confortables pour reconnaître l'innovation. Le Lake District en automne s'éteint les fougères cuivrées et dorées sur les fels, la brume s'élevant du lac à l'aube tandis que les corbeaux croassaient au-dessus, l'odeur de la fumée de tourbe et de la pluie se mêlant au parfum vif et pur d'un air qui n'avait jamais connu l'atmosphère polluée par le charbon de Londres. Et Arabella se sentit devenir quelqu'un de nouveau dans ce paysage, ou peut-être devenir celle qu'elle avait toujours été sous les couches d'attente sociale et de performance féminine. Un matin de novembre, Madame Bennett arriva au cottage avec une excitation à peine contenue, une lettre à la main et son expression suggérant qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance ordinaire. « De Londres, Miss Fairfax », annonça-t-elle avec l'insistance particulière de quelqu'un qui reconnaissait le papier de qualité et les sceaux officiels. Et un si beau papier, en plus, c'est de la correspondance de qualité, croyez-moi. Arabella prit la lettre avec des mains qui mélangeaient de la peinture quelques instants auparavant, laissant des taches sur le papier coûteux alors qu'elle brisait le sceau et lisait l'écriture précise de M. Whitmore. Et elle dut lire le contenu 3 fois avant que les mots tiennent le moindre sens. Un mécène privé avait acheté la totalité de ces 6 tableaux de l'exposition pour la somme extraordinaire de 500 livres sterling, soit près de 4 ans de revenus de son héritage.
une somme d'argent qui semblait impossible pour un travail qui avait été si complètement rejeté et dédaigné. Plus stupéfiant encore, le mécène demandait à commander 12 nouvelles œuvres sur un sujet au choix de l'artiste pour 1200 livres sterling, la moitié étant payée d'avance, sans restriction ni exigence, sauf que les peintures devaient être fidèles à sa vision, et Arabella lut ces phrases à haute voix pour elle-même, incrédule. Sujette au choix de l'artiste, fidèle à sa vision. Comment est-ce que c'est possible? Qui pourrait? Dit-elle au cottage vide. Puis, avec une suspicion amère grandissante, à moins que ce ne soit une moquerie, peut-être souhaitent-ils acheter mes échecs pour les exposer comme des exemples édifiants, des avertissements contre le fait de permettre aux femmes de tenter un art sérieux. Mais William Dashwood, passant cet après-midi-là et apprenant la nouvelle, secoua la tête devant sa suspicion, avec la douce fermeté de quelqu'un qui comprenait le doute artistique. Ou peut-être, Miss Fairfax, que quelqu'un voit réellement ce que je vois, lui dit-il, que votre travail contient plus de vérité que toutes les jolies aquarelles de salon de Mayfair réunies. Peut-être que quelqu'un a des yeux pour reconnaître une vision authentique lorsqu'elle apparaît. Le mécène souhaitait rester anonyme, mais enverrait un représentant pour discuter des termes, et Arabella passa une semaine fébrile, déchirée entre l'espoir et la méfiance, nettoyant le cottage puis le désordonnant délibérément parce qu'elle refusait de jouer la comédie de la domesticité féminine convenable pour qui que ce soit, répétant des discours froids de refus au cas où ce serait une cruauté élaborée, puis les déchirant parce qu'elle ne pouvait pas tout à fait tuer l'espoir sauvage qui grandissait dans sa poitrine. 2 semaines après l'arrivée de la lettre, une voiture privée apparut sur la route étroite menant au cottage, bien trop élégante pour les environs rustiques, et Arabella l'observa s'approcher depuis la fenêtre de son atelier, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Elle avait de la peinture sur la joue et portait une simple robe de travail, ses cheveux hâtivement épinglés, quand elle ouvrit la porte, s'attendant à un serviteur londonien en livrée, mais se retrouva face à un grand gentleman d'environ 35 ans, aux cheveux sombres grisonnant aux tempes et aux yeux gris d'orage, qui contenaient une intensité miroitant la sienne. Le contraste entre sa formalité londonienne, le manteau de voyage parfaitement taillé et les bottes cirées, et son chaos artistique était presque comique, et pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, s'évaluant mutuellement. Puis la reconnaissance frappa Arabella comme un coup physique, alors qu'elle identifiait ses traits, la ressemblance avec Sir Edmund Morland étant indubitable dans la ligne de sa mâchoire et le port de ses épaules, et le choc rendit sa voix vive. « Vous êtes le frère d'Edmund Morland ?» dit-elle. Non pas une question, mais une accusation, et le gentleman inclina la tête avec une courtoisie prudente. « Oui, je suis le frère d'Edmund, » confirma-t-il, « mais je ne suis pas Edmund. Puis-je entrer, Miss Fairfax? J'ai voyagé 2 jours pour discuter de votre art, et je vous promets que ce n'est pas pour l'insulter. » Elle resta debout, bloquant le passage avec une férocité défensive montant dans sa poitrine, car le frère de cet homme avait détruit sa confiance et l'avait humilié publiquement, avait qualifié son travail de stérile sur le plan émotionnel et manquant de sensibilité féminine, avait donné le ton à chaque critique cruelle qui avait suivi. « Votre frère a qualifié mon travail de stérile sur le plan émotionnel, » dit-elle, avec une colère à peine contenue. Il a suggéré que je manquais de sensibilité féminine. Pourquoi devrais-je croire que vous voyez quelque chose de différent? Pourquoi devrais-je croire que ce n'est pas une moquerie élaborée? Sébastien Morland répondit à sa colère avec une dévastation tranquille dans son expression, une sincérité qu'il était difficile de mettre en doute même si elle essayait de maintenir sa suspicion. « Parce que c'est moi qui ai acheté chaque tableau le lendemain de l'inauguration de l'exposition, » dit-il doucement. « Parce que j'ai passé 3 mois sans pouvoir cesser d'y penser, et parce que, Miss Fairfax, je crois que vous êtes l'artiste la plus importante travaillant en Angleterre aujourd'hui,
et j'ai l'intention de le prouver au monde qui s'est moqué de vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid de novembre entre eux, et Arabella sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Les murs protecteurs soigneusement construits, menaçant de s'effondrer sous le poids d'une validation qu'elle avait cessé de croire possible. Elle recula sans un mot et le laissa entrer dans le cottage, observant son regard se porter immédiatement sur la douzaine de nouvelles peintures à divers stades d'achèvement qui dominaient son petit atelier. La qualité de la lumière dans le cottage était celle d'une exposition nord, claire et vraie, illuminant son travail avec le genre de clarté honnête qui ne cachait rien, et Sebastian Morland se tint très immobile, tandis qu'il examinait ce qu'elle avait créé au cours de ces 3 mois d'isolement et de liberté. Elle le regarda regarder ses tableaux de la même manière qu'elle l'avait brièvement remarqué. Regarder son travail dans la galerie ce matin terrible où elle s'était enfuie plutôt que d'entendre ce qu'il pourrait dire, et elle reconnut dans sa concentration absolue la même qualité d'attention qu'elle accordait elle-même au paysage et à la lumière, la concentration de quelqu'un qui voyait vraiment plutôt que de jouer à regarder. Il se présenta alors correctement, Sebastian Morland, duc de Thornbury, et le titre expliquait la voiture privée et les sommes d'argent extraordinaires mentionnées dans la lettre de M. Whitmore, mais cela compliquait aussi tout, car les ducs ne soutenaient pas des artistes féminines inconnues sans des raisons que la société supposerait immédiatement inconvenantes. Elle avait reconnu avec choc qu'il était lié à son principal critique, la relation rendant son admiration immédiatement suspecte, mais alors qu'il se déplaçait dans son atelier de cottage, examinant chaque peinture avec une attention minutieuse et posant des questions qui démontraient une compréhension sophistiquée de la technique et de la vision, elle trouva de plus en plus difficile de maintenir sa méfiance défensive. Il parlait d'art de la même manière qu'elle pensait à l'art, discutait de la lumière, de la composition et de la vérité émotionnelle avec la fluidité de quelqu'un qui avait passé des années à étudier sérieusement plutôt qu'à collectionner à la mode. Et quand il s'arrêta devant sa peinture du cercle de pierre de Castlereagh avec une expression proche de l'émerveillement, elle sentit la première fissure dans sa certitude que cela devait être une sorte de piège. Le paysage du Lake District visible à travers les fenêtres de son cottage semblait approuver sa présence, les Fells s'élevant au loin sous des nuages qui promettaient de la pluie, et Arabella se surprit à penser que peut-être William Dashwood avait eu raison, peut-être que quelqu'un voyait réellement ce qu'elle voyait, peut-être qu'une reconnaissance authentique était possible même de la part du frère de l'homme qui avait le plus complètement rejeté son travail. Sébastien se détourna des peintures pour la regarder directement, et dans ses yeux gris d'orage, elle vit se refléter la même intensité et le même isolement qui guidait sa propre obsession artistique. La qualité de quelqu'un qui comprenait que voir vraiment signifiait souvent se tenir à l'écart du consensus confortable. « C'est le tournant », pensa-t-elle, alors que le vent de novembre faisait vibrer les fenêtres du cottage et que son avenir oscillait sur le point de savoir s'il fallait faire confiance à cette validation inattendue ou se retirer davantage dans une solitude protectrice. C'est là que son voyage depuis l'humiliation pourrait réellement mener à quelque chose au-delà de la simple survie, et la terreur de l'espoir semblait presque aussi écrasante que la dévastation antérieure du rejet. Sébastien logea à l'auberge locale, mais se présenta au cottage Dove chaque matin au cours de la semaine suivante avec la régularité d'un lever de soleil, et Arabella vit sa méfiance initiale fondre progressivement alors qu'il démontrait non seulement un intérêt poli, mais une connaissance authentique et une appréciation sophistiquée de son travail qui allaient bien au-delà de tout ce qu'elle avait rencontré dans les cercles artistiques de Londres. Il avait 36 ans, apprit-elle lors de leur première longue conversation, le duc de Thornbury, avec des responsabilités et un pouvoir qu'elle pouvait à peine imaginer, mais tandis que son frère aîné Edmund avait poursuivi la critique d'art et la notoriété mondaine, Sébastien avait concentré son intelligence considérable sur la politique et la réforme sociale. Il siégeait au Parlement et s'était battu pour les droits des travailleurs
et la réforme de l'éducation. Des causes qui le rendaient controversé parmi ses pairs conservateurs qui préféraient que leurs ducs se préoccupent de chasse et de domaines, plutôt que des conditions dans les usines et les mines. Il expliqua, autour d'un thé dans son petit cottage, qu'il voulait ces tableaux pour la bibliothèque et les salles de comité du Parlement pour défier l'art conventionnel et compassé qui y était actuellement accroché, des portraits de politiciens morts et des scènes de bataille aseptisées qui renforçaient des suppositions confortables plutôt que de provoquer une véritable réflexion. Il croyait que l'art devait provoquer la pensée et l'émotion plutôt que de simplement décorer, devait mettre les gens suffisamment mal à l'aise pour qu'ils remettent en question leur certitude, et pendant qu'il parlait, Arabella reconnut dans sa philosophie politique la même conviction qui animait sa vision artistique, l'insistance sur le fait que la vérité importait plus que le confort. Leur discussion allait de l'art à la politique en passant par la littérature avec une aisance qui l'étonna, et elle se sentit intellectuellement stimulée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, poussée à articuler sa philosophie artistique par quelqu'un qui se souciait réellement des réponses, plutôt que de poser des questions conçues pour exposer sa présomption à tenter un travail sérieux. Sébastien avait une compréhension sophistiquée de la peinture qui devint évidente alors qu'ils examinaient ses toiles ensemble, discutant de la technique et de la composition avec la fluidité de quelqu'un qui avait passé des années à étudier plutôt qu'à simplement collectionner, et lorsqu'elle remarqua avec scepticisme qu'il parlait comme quelqu'un qui peint bien qu'il prétende être un politicien, son expression se mua en quelque chose de vulnérable et de douloureux. « Ma mère peignait, lui dit-il doucement. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Mais avant cela, elle m'a appris à voir. À vraiment voir, plutôt que de simplement regarder. Elle aurait adoré votre travail, Miss Fairfax. Elle peignait aussi ce qu'elle ressentait bien, qu'elle n'ait jamais été assez courageuse pour le montrer publiquement. Les quelques toiles qui survivent sont enfermées dans ma galerie privée parce que mon père les trouvait trop dérangeantes pour une exposition publique. » Arabella sentit son cœur se contracter de sympathie à la fois pour la mère perdue et pour le garçon qui avait appris à voir vraiment, puis avait vu la vision de sa mère être enfermée et réduite au silence. « Je suis désolée, » dit-elle avec un sentiment sincère, « pour votre perte et pour sa voix réduite au silence, pour toutes les femmes qui voient vraiment mais ne sont jamais autorisées à montrer ce qu'elles voient. » Les yeux gris d'orage de Sébastien croisèrent les siens, avec une intensité qui rendait la respiration difficile. « Ne soyez pas désolée, » dit-il. « Soyez assez courageuse pour vous deux. C'est pour cela que je suis ici, parce que vous voir éviscérée par des gens comme mon frère, des gens qui ne reconnaîtraient pas une vision artistique authentique, même si elle les frappait comme la foudre, était insupportable. Quelqu'un doit défendre le travail qui compte, même si, surtout si, il met les gens à l'aise mal à l'aise. » La semaine progressa avec un rythme qui semblait à la fois naturel et chargé de conscience. Sébastien arrivant chaque matin et restant jusqu'à ce que l'obscurité le force à retourner à l'auberge, leurs discussions professionnelles sur la commande intégrant progressivement plus de révélations personnelles et de moments de connexion inattendus. Arabella fut surprise quand il retroussa ses manches un après-midi et l'aida à tendre une nouvelle toile, ses mains familières du travail physique de la création artistique, tirant le tissu avec une efficacité exercée qui témoignait d'heures passées dans des ateliers à regarder sa mère travailler. Elle le surprit à examiner ses mains tachées de peinture un soir. Alors que la lumière du feu vacillait à l'intérieur du cottage, son regard traçant les petites cicatrices des couteaux à palette et les taches permanentes qui la marquaient, comme quelqu'un qui travaillait avec des matériaux plutôt que de simplement diriger des serviteurs, et l'expression sur son visage était quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire, mais qui lui coupa le souffle. Leur premier rire partagé vint quand elle fit une observation sèche sur la préférence de la société londonienne pour l'art qui s'accordait avec leurs meubles, et Sébastien répondit avec un esprit tout aussi vif sur les pères qui commandaient des portraits pour immortaliser leurs chiens de chasse avec plus de soin
qu'ils n'en montrent à leurs locataires. Et le son de leur rire combiné dans le petit cottage ressemblait à une sorte d'intimité qu'elle n'avait pas anticipée. Ils firent des promenades quotidiennes vers des lieux de peinture à travers les fels balayés par le vent, et le long du lac de Grasmere, où la brume matinale s'élevait de l'eau en voiles changeants, jusqu'à d'anciens cercles de pierre, où Sébastien se tenait silencieux et immobile pendant qu'elle dessinait, sa présence améliorant en quelque sorte son processus créatif plutôt que de s'y immiscer. L'atelier du cottage lui devint familier au cours de la semaine, et Arabella remarqua comment il en vint inconsciemment, à savoir où elle gardait certaines fournitures, comment il lui tendait les pinceaux sans qu'on le lui demande, comme s'ils avaient travaillé ensemble pendant des années plutôt que des jours. L'intimité domestique décontractée de ces petits jouets étant plus touchante que ne l'auraient été de grandes déclarations romantiques. Les conversations du soir au coin du feu virent la femme virent la formalité des manières londoniennes, céder la place à quelque chose de plus honnête, alors qu'ils discutaient des batailles parlementaires de Sébastien et des luttes artistiques d'Arabella, le contraste entre son monde de pouvoir, de responsabilité et d'obligations sociales massives, et le sien d'isolement, de précarité financière et de liberté de performance sociale, créant une tension qui les rapprochait en quelque sorte plutôt que de les éloigner. Il avoua qu'il avait été à l'inauguration de l'exposition, qu'il l'avait vu se tenir seul près de ses tableaux pendant que la société se moquait de son travail, qu'il avait entendu chaque commentaire cruel, y compris la déclaration dévastatrice de son propre frère, et qu'il avait été si consterné qu'il était allé à la galerie le lendemain matin pour acheter chaque tableau avant qu'ils ne puissent être détruits ou cachés. « Je les ai achetés parce que je les appréciais sincèrement », lui dit Sébastien, avec une intensité calme, mais aussi parce que je ne pouvais supporter l'idée qu'un travail aussi puissant soit perdu parce que le monde était trop à l'aise pour l'apprécier, et je n'ai pas envoyé de représentant parce que je voulais rencontrer l'artiste capable de créer une telle vérité, tout en faisant face à une telle opposition, qui avait le courage de montrer au monde exactement ce qu'elle voyait, même en sachant que le monde le rejetterait. L'hiver du Lake District approchait avec des journées plus courtes et du givre se formant sur les fenêtres du cottage, le temps froid créant une proximité et une intimité que les longues journées d'été n'auraient pas permises. Et Arabella se retrouva consciente de la présence de Sébastien d'une manière qui n'avait rien à voir avec son mécénat ou son pouvoir politique et tout à voir avec la qualité de son attention quand il regardait son travail, quand il la regardait. Lors d'une expédition de croquis pour capturer la lumière de l'après-midi sur les fels, une pluie soudaine les força à s'abriter dans une cabane de berger, la proximité forcée dans la petite structure en pierre, les rendant tous deux vivement conscients de se tenir trop près, de sa main stabilisant son coude quand elle trébucha sur un sol accidenté, du quasi-baiser qui flotta entre eux pendant un instant suspendu avant qu'ils ne reculent tous deux et ne prétendent que cette conscience n'existait pas. Le dernier jour de sa visite prévue, Sébastien se tint devant sa peinture achevée d'une tempête sur Helvellyn et parla avec quelque chose de semblable à de la révérence dans sa voix. « Ceci, dit-il, vous avez capturé quelque chose que j'ai ressenti, mais que je n'ai jamais vu peint. Le sublime, la beauté terrible de l'indifférence de la nature aux préoccupations humaines, c'est ce que Turner tente de faire, mais en y superposant trop de sentiments, vous montrez la vérité sans l'adoucir pour une consommation confortable. » Puis il se tourna pour lui faire face directement et proposa non seulement la commande dont ils avaient discuté toute la semaine, mais quelque chose de bien plus radical et terrifiant, une exposition publique de son nouveau travail dans 6 mois, qui se tiendrait dans un espace de galerie parlementaire qu'il pouvait obtenir avec son mécénat annoncé publiquement, afin que toute la société londonienne sache que le duc de Thornbury défendait sa vision. Arabella sentit la peur monter dans sa gorge, aussi vive que du verre brisé, car il l'avait détruite une fois, et il lui demandait de s'offrir à nouveau à la destruction, de présenter son travail et elle-même au même jugement cruel qui avait failli briser complètement son esprit créatif. Et si l'exposition échoue à nouveau,
dit-elle en essayant de garder sa voix stable. S'ils se moquent à nouveau de moi, mais cette fois avec votre nom attaché, vous serez lésé par association, votre travail politique sera miné par le scandale. Sébastien répondit à sa peur avec une intensité calme qui lui rappela pourquoi elle avait commencé à lui faire confiance malgré tous ses instants de protection. « Laissez-les essayer, » dit-il. « J'ai affronté la Chambre des Lords sur les réformes du travail des enfantes. Je pense que je peux supporter quelques critiques d'art. D'ailleurs, Miss Fairfax, Arabella, si je puis me permettre, je ne propose pas cela pour vous seul. L'art britannique stagne dans la sentimentalité et la joliesse sans risque. Il a besoin de perturbation, il a besoin de vérité, il a besoin de vous. » L'utilisation de son prénom semblait franchir une frontière invisible, une reconnaissance de ce qui s'était construit entre eux toute la semaine, dans des conversations qui allaient bien au-delà du mécène et de l'artiste, dans un territoire qu'aucun des deux n'avait explicitement nommé. L'atelier du cottage autour d'eux était rempli de son nouveau travail, des peintures plus puissantes que tout ce qu'elle avait créé pour l'exposition de Londres, parce qu'elle venait d'un lieu de liberté et de vision authentique, et elle savait que ce que Sébastien proposait était à la fois une opportunité extraordinaire et un risque énorme, qu'accepter signifiait de faire confiance non seulement à son jugement sur son travail, mais aussi à sa capacité à supporter les conséquences sociales de la défense d'une artiste femme qui refusait de se conformer à l'esthétique féminine acceptable. Elle le regarda, debout dans son petit cottage. La formalité londonienne quelque peu abandonnée après une semaine à arpenter les Fells et à discuter d'art et de politique avec une honnêteté qu'aucun des deux ne montrait à leurs cercles sociaux habituels, et elle vit se refléter dans son expression la même combinaison d'espoir et de méfiance qu'elle ressentait, la vulnérabilité d'offrir quelque chose de précieux et d'attendre de voir si cela serait valorisé ou détruit. Le feu crépitait dans l'âtre et dehors. Le vent de novembre soufflait à travers les chênes anciens, abritant le cottage, et Arabella comprit que sa réponse déterminerait non seulement son avenir artistique, mais aussi la trajectoire de ce qui se développait entre eux, ce lien bâti sur une reconnaissance authentique. Des valeurs partagées et une égalité intellectuelle qui semblait plus substantielle que tout ce qu'elle avait imaginé possible entre elle et une autre personne, sans parler d'un duc doté d'un pouvoir parlementaire et d'une position sociale qu'elle ne pourrait jamais espérer approcher. 6 mois s'écoulèrent en correspondance et visites occasionnelles, tandis qu'Arabella travaillait avec une concentration obsessionnelle pour achever 12 peintures de paysages monumentales qui représentaient son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, chaque toile mesurant 6 pieds sur 4, conçue pour commander les murs et l'attention d'une manière que ces pièces modestes antérieures ne pouvaient jamais faire. Les lettres de Sébastien arrivaient chaque semaine de Londres, pleines de nouvelles sur les affaires parlementaires et de questions réfléchies sur ses progrès artistiques, et ses visites dans le Lake District devinrent plus longues et plus fréquentes à mesure que l'hiver cédait la place au printemps, les frontières professionnelles entre mécènes et artistes devenant de plus en plus difficiles à maintenir, alors que leur conversation s'approfondissait et que la conscience entre eux devenait impossible à ignorer. En mai 1852, exactement 1 an après son humiliation à la galerie Thornbury, Arabella retourna à Londres et logea avec tante Béatrice dans le logement familier de Bloomsbury, sa tante lui prêtant une force tranquille, alors qu'elle se préparait pour une exposition qui ressemblait à une marche délibérée vers le site d'une dévastation antérieure, osant le monde la détruire à nouveau. Le matin de l'inauguration, elle revêtit une robe d'un vert forêt profond que Sébastien avait suggéré des mois plus tôt. La couleur des Fells en été, avait-il écrit, « Portez votre paysage ». Et ses mains tremblaient, tandis qu'elle attachait les boucles d'oreilles en perles de sa mère, et essayait de calmer sa respiration contre la panique montante d'exposer une fois de plus son être au jugement de la société londonienne. La galerie d'art parlementaire était un espace prestigieux,
généralement réservée aux portraits historiques d'hommes d'État décédés et à des scènes de bataille aseptisées, avec de hauts plafonds, des boiseries en chêne et une odeur de cire d'abeilles et de vieux cuir, des lampes à gaz complétant la lumière du jour provenant de hautes fenêtres qui donnaient sur la Tamise, et quand Arabella entra et vit ces 12 tableaux commander des murs entiers dans des salles où les lois étaient débattues et où l'avenir de la Grande-Bretagne était décidé, elle sentit quelque chose de féroce et de triomphant monter dans sa poitrine à côté de la terreur. Sébastien avait annoncé son mécénat publiquement et utilisé son influence politique pour assurer la présence de députés, de pairs et, surtout, de membres de la presse, transformant ce qui aurait pu être un petit événement artistique en quelque chose d'une véritable importance culturelle et politique. L'exposition était intitulée « L'œil sincère ». Paysage de Grande-Bretagne, et Sébastien avait écrit une préface provocatrice dans le catalogue qu'Arabella lut pour la première fois en se tenant dans la galerie, entourée de son travail. L'art qui nous conforte dans nos préjugés est de la décoration, avait-il écrit. L'art qui nous met au défi de voir autrement est nécessaire. Miss Fairfax peint la Grande-Bretagne telle qu'elle est, puissante, souvent dure, sublime dans son refus d'être domptée ou enjolivée. Ce faisant, elle tente un miroir à notre caractère national, qui est bien plus honnête que les fantaisies pastorales que nous préférons accrocher dans nos salons. Les mots lui serrèrent la gorge d'émotion, car ils articulaient exactement ce qu'elle avait tenté de faire, mais n'avait jamais réussi à exprimer si clairement, et elle regarda de l'autre côté de la galerie où Sébastien se tenait, recevant les invités, et ressentit une gratitude qui allait bien au-delà du mécène et de l'artiste, dans un territoire qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître pleinement. L'inauguration était radicalement différente de sa première exposition à tous égards, la salle bondée de gens engagés dans des discussions intenses plutôt que dans des bavardages polis, ces tableaux impossibles à ignorer ou à rejeter, alors qu'ils dominaient les murs avec leur puissance sombre, des tempêtes sur Helvellyn, des pierres anciennes à Castlereagh, et la vallée industrielle où la fumée rencontrait le coucher du soleil, dans des couleurs qui parlaient du coup du progrès. Sébastien se tint visiblement à ses côtés tout au long de la soirée, non pas en planant de manière protectrice, mais positionné en égal, son langage corporel indiquant clairement par des signaux subtils qu'il la considérait comme sa paire plutôt que comme une curiosité féminine qu'il se permettait. Et l'impact de l'approbation ducale sur la réception de la foule était impossible à manquer. La réponse initiale fut polarisée exactement comme Sébastien l'avait prédit, les participants plus âgés et conservateurs étant choqués et méprisants. Un député âgé déclarant à voix haute que Thornbury défendait ce style agressif parce qu'il avait toujours été contrariant, que ce n'était pas de l'art mais une déclaration politique conçue pour provoquer. Mais les jeunes députés, les réformateurs et les penseurs progressistes furent électrisés par un travail qui reconnaissait la complexité de la Grande-Bretagne moderne plutôt que de se retirer dans une fantaisie pastorale confortable, et un jeune réformateur approcha Arabella avec un enthousiasme sincère pour discuter de sa peinture de la vallée industrielle. « Miss Fairfax », dit-il avec le sérieux de la jeunesse, rencontrant quelque chose de vraiment nouveau. « Votre peinture de la fumée contre le coucher du soleil, c'est la première œuvre d'art que j'ai vue qui reconnaît ce que nous avons fait à notre paysage. C'est extraordinaire. » Le Times avait envoyé son critique d'art principal qui engagea Arabella dans une discussion sérieuse sur sa technique et sa vision, posant des questions de fond sur son utilisation de la couleur et de la lumière qui la traitait comme une artiste professionnelle, plutôt que comme une anomalie amusante. Et elle se retrouva à répondre avec une confiance qu'elle ne possédait pas un an plus tôt, sa voix stable, alors qu'elle articulait sa philosophie artistique à quelqu'un réellement intéressé, à la comprendre plutôt qu'à la rejeter. Le plus satisfaisant fut les femmes qui la recherchèrent, des artistes qui peignaient en privé et n'osaient jamais exposer,
qui s'approchèrent avec des émotions à peine contrôlées pour exprimer leur gratitude pour son courage de montrer un travail qui défiait les conventions féminines. Une jeune femme d'environ 20 ans vint à elle, les larmes coulant sur son visage, et serra les mains d'Arabella. « Vous m'avez montré que c'est possible, » murmura-t-elle. « Merci, merci. » Et Arabella sentit le poids de cette gratitude s'installer dans ses os, car elle comprenait exactement ce que cela signifiait de se croire seule, à voir le monde d'une manière que la société jugeait inappropriée pour son sexe. Puis Sir Edmund Morland arriva, et l'atmosphère dans la galerie changea instantanément. Les conversations s'interrompant et les têtes se tournant, alors que les gens reconnaissaient le critique dont la critique avait détruit la première exposition d'Arabella, l'homme qui avait déclaré son travail émotionnellement stérile et manquant de sensibilité féminine. Son visage était sombre de fureur alors qu'il observait la salle bondée et l'exposition proéminente de peintures qu'il avait rejetée. Et Arabella sentit un choc la parcourir en voyant l'homme qui avait failli détruire sa confiance lui faire maintenant face dans un espace où elle était célébrée plutôt que moquée. Les partisans d'Edmund se regroupèrent inconsciemment autour de lui tandis que les alliés d'Arabella, les jeunes députés progressistes et les artistes qui avaient défendu son travail, se rapprochèrent subtilement d'elle en formation protectrice. Et la tension palpable montra clairement que cette confrontation concernait bien plus que les peintures d'une seule femme. Edmund se dirigea directement vers l'endroit où se tenait Sébastian et s'adressa à son frère d'une voix conçue pour porter à travers la galerie. « Frère, » dit-il avec un mépris glacial, « tu t'abaisses et tu déshonores cette institution. En utilisant ta position pour promouvoir un travail qui a été légitimement rejeté par des critiques compétentes, à moins que ton intérêt pour Miss Fairfax ne s'étende au-delà de ses peintures, est-ce du mécénat ou quelque chose de plus personnel, et donc de corrompu? » L'implication du scandale flotta dans l'air comme un poison, la suggestion que le soutien de Sébastien provenait d'une implication romantique inappropriée plutôt que d'une appréciation artistique sincère, et Arabella sentit la fureur monter dans sa gorge, vive et brillante, parce qu'Edmund tentait d'humilier publiquement Sébastien en utilisant elle et son travail comme des armes. La confrontation menaçait d'éclipser entièrement l'exposition, réduisant sa réussite artistique à des ragots sur l'inconvenance ducale. Et elle se retrouva à s'avancer avant que la pensée consciente ne rattrape l'action, sa voix claire et froide, coupant le silence choqué. « Sir Edmund, » dit-elle avec une précision dévastatrice, « vous avez rejeté mon travail parce qu'il ne se conformait pas à votre définition étroite de la façon dont une femme devrait voir et peindre. Vous vouliez de la délicatesse et de la joliesse, l'équivalent visuel d'une révérence minaudante. Je vous ai donné la vérité à la place. Des tempêtes, de la pierre et la sublime indifférence de la nature. Vous avez appelé cela non féminin, je l'appelle honnête. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule assemblée qui était devenue absolument silencieuse, chaque œil fixé sur elle, alors qu'elle articulait ce qu'elle avait passé 1 an à apprendre à dire. La question n'est pas de savoir si mon œuvre est inférieure comme le prétend Sir Edmund, continua-t-elle, sa voix gagnante en force. La question est de savoir si l'art britannique continuera de confiner les femmes à peindre des fleurs et des enfants, ou si nous reconnaîtrons enfin que les yeux des femmes voient le même monde complexe et stimulant que les hommes, et que notre réponse artistique à ce monde mérite la même considération sérieuse. Le silence après son discours fut absolu et s'étendit sur ce qui sembla être une éternité avant que des applaudissements épars ne commencent, puis ne s'amplifiant jusqu'à ce que même certains alliés d'Edmund applaudissent, et Arabella sentit ses jambes trembler sous sa robe verte forêt, mais garda la colonne vertébrale droite et le regard fixe. Sébastien se plaça à ses côtés avec une expression de fierté et quelque chose de plus féroce qui lui coupa le souffle. Et il s'adressa à son frère
avec une dévastation tranquille. Tu as qualifié son œuvre de stérile sur le plan émotionnel parce que tu n'as pas la capacité émotionnelle de la comprendre, dit-il. Je te plains. Frère, tu as passé ta vie à dire aux autres ce qu'il faut voir au lieu d'apprendre à voir vraiment toi-même. La lumière du soir devenait dorée à travers les hautes fenêtres, alors que la confrontation se résolvait et que les conversations reprenaient à un volume plus élevé. Tombant sur sa peinture de la cascade d'Aira Force et faisant paraître l'eau peinte bouger avec la lumière capturée, et Arabella se tenait dans la galerie d'art parlementaire, entourée de ces 12 paysages monumentaux accrochés au siège du pouvoir britannique, et comprit qu'elle était passée de victime du jugement de la société à contestataire des limites de la société, que la promesse du titre avait été accomplie non seulement dans l'accrochage littéral de son travail au Parlement, mais aussi dans sa découverte de la voie et du courage de défendre sa vision publiquement contre les personnes mêmes qui avaient failli la détruire. L'exposition fut un succès critique dans les cercles progressistes, mais déclencha un scandale dans la société conservatrice qui se propagea à travers Londres comme un feu de forêt dans des broussailles sèches. Et en quelques jours, Edmund Morland publia un éditorial cinglant dans The Morning Post qui réduisait la réussite artistique d'Arabella à rien de plus qu'une preuve d'une relation amoureuse inappropriée entre elle et le duc de Thornbury. On doit s'interroger sur le jugement du duc de Thornbury en élevant le travail de Mademoiselle A.F. dans des espaces réservés aux plus grandes réalisations artistiques de notre nation. Écrivit Edmund avec une précision venimeuse, quand un gentleman de sa position montre une attention si particulière à une dame célibataire sans fortune, on ne peut s'empêcher de se demander si ces louanges de sa vision puissante s'étendent à des qualités sans rapport avec ses peintures. Le public a le droit de s'attendre à ce que les ressources parlementaires servent les intérêts de la nation, et non les enthousiasmes privés d'un duc. L'éditorial frappa exactement là où il causerait le maximum de dégâts, suggérant que Sébastien utilisait sa position parlementaire pour promouvoir son amie particulière aux frais du contribuable, et ses opposants au Parlement se saisirent du scandale pour saper ses efforts de réforme, avec des arguments selon lesquels son jugement était obscurci par un enchevêtrement personnel. Plusieurs députés conservateurs demandèrent que l'exposition soit immédiatement retirée des espaces parlementaires, présentant la question comme une affaire de bienséance et d'utilisation appropriée des ressources publiques plutôt que de s'engager sur la question du mérite artistique. Arabella était retournée dans le Lake District après l'inauguration, se retirant au cottage Dove pour digérer l'expérience écrasante de la validation publique et de la confrontation avec Edmund, et les nouvelles dévastatrices arrivèrent par des lettres qui s'accumulaient sur sa petite table comme des preuves de désastre. L'exposition pourrait fermer plus tôt, Sébastien faisait face à un vote de censure, et la société londonienne, y compris sa propre famille, était consumée par les ragots sur leurs relations illicites, le scandale grandissant à chaque répétition, jusqu'à ce que les faits et la fiction deviennent impossibles à séparer. La lettre de Lydia arriva sur un papier particulièrement cruel, un papier coûteux que son mari marchand pouvait se permettre. Et les mots étaient vifs de peur et de colère. « Tu as une fois de plus prouvé ton incapacité à te conduire avec la bienséance féminine qui convient. » écrivit sa sœur. « Ta carrière artistique n'a apporté que de la honte à notre famille. Même la famille de mon mari remet en question le lien maintenant. J'espère que tes peintures valaient la ruine de ta réputation et de la mienne. » Arabella lut la lettre debout près de la fenêtre de son cottage, la neige tombant sur les fels au-delà, l'isolement qui avait semblé être la liberté se sentant maintenant confiné et distant de la bataille menée pour son travail et son caractère dans les salons de Londres et les couloirs du Parlement. Mais la correspondance la plus douloureuse arriva, transmise par tante Béatrice, une lettre de Sébastien lui-même, formelle et distante, tout ce que leurs échanges précédents n'avaient pas été, dépouillés de la chaleur et de l'intimité intellectuelle qui avaient caractérisé leurs mois de communication. « Le scandale a pris une ampleur que je n'avais pas prévue, » écrivit Sébastien avec une précision prudente,
Mon association continue avec vous nuit à votre réputation et fournit des munitions à ceux qui s'opposent aux réformes nécessaires au Parlement. Je ne peux permettre que mes sentiments personnels, quels qu'ils soient, détruisent votre avenir ou l'avenir de la législation que j'ai mis des années à faire avancer. Je vous prie de comprendre que mon admiration pour votre travail reste inchangée. Mais je dois vous libérer de notre arrangement. Pardonnez-moi. Arabella sentit quelque chose se briser dans sa poitrine en lisant ces mots. La politesse formelle qui créait une distance là où il y avait eu un lien. L'hypothèse qu'il pouvait prendre des décisions sur son avenir sans la consulter. La suggestion que la protection de sa réputation importait plus que de lui permettre de choisir sa propre voie. Elle était dévastée, mais aussi furieuse, d'une rage qui brûlait plus fort que le chagrin. Furieuse que les suppositions lubriques de la société importent plus que la vérité artistique. Furieuse que Sébastien la repousse pour la protéger comme si elle était de la porcelaine fragile, plutôt que la femme qui avait survécu à l'humiliation publique et s'était reconstruite par la seule volonté créatrice, furieuse que son travail soit une fois de plus rejeté comme une simple extension d'un scandale personnel, plutôt qu'évalué sur ses mérites considérables. Elle se tenait à la fenêtre de son cottage, regardant une tempête déferler sur les feux. Des nuages sombres s'accumulant au-dessus de Helvellyn et le vent courbant les arbres nus de l'hiver. Et elle vit dans la puissance de la nature un reflet de sa propre force, la force qu'elle avait canalisée dans ses peintures exigeant maintenant d'être libérée sous une forme différente. Elle n'avait pas survécu au premier scandale en se cachant, en s'excusant ou en s'adoucissant pour répondre aux attentes de la société. Elle avait survécu en créant une œuvre si vraie qu'elle ne pouvait être niée. Et elle survivrait à celui-ci de la même manière, en refusant d'accepter que ses choix soient faits par d'autres, soucieux de la protéger des conséquences qu'elle était prête à affronter. Tante Béatrice arriva au cottage, quelques jours après qu'Arabella lui eut fait savoir qu'elle avait besoin d'elle, et la femme plus âgée écouta toute l'histoire, l'exposition, le scandale et la lettre de libération de Sébastien, avant de parler avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à observer comment le monde traitait les femmes, qui osaient vouloir plus que les rôles qui leur étaient assignés. « Allez-y, » dit simplement sa tante. « Battez-vous pour ce qui compte. Battez-vous pour lui s'il compte. Mais battez-vous d'abord pour votre travail. Battez-vous pour chaque femme qui peint en secret et détruit ses toiles plutôt que d'affronter le jugement du monde. Battez-vous parce que quelqu'un doit le faire. Et vous avez déjà prouvé que vous en avez le courage, même quand cela coûte tout. » Arabella prit alors sa décision audacieuse. Debout dans le cottage qui avait été son refuge, et reconnaissant que le refuge pouvait aussi devenir une prison si elle laissait la peur la maintenir isolée des batailles qui comptaient. Elle retournerait à Londres, non pas en suppliante ou en victime, mais en femme revendiquant son droit d'être entendue, et elle affronterait le scandale directement en écrivant une lettre publique au Times qui aborderait les suppositions sous-jacentes à tous les ragots et insinuations. Elle passa des jours sur la lettre, brouillon après brouillon éparpillé sur sa table de travail, trouvant les mots précis pour articuler ce qu'elle n'avait jamais pu dire clairement. La manière systématique dont la société rejetait la vision artistique des femmes en supposant qu'elles devaient être dérivées, décoratives ou, dans ce cas, simplement un prétexte à une intrigue amoureuse. Sir Edmund Morland et d'autres suggèrent que le soutien du duc de Thornbury à mon travail provient d'un intérêt personnel inapproprié, écrivit-elle dans sa version finale. Je vais aborder cela directement. Sa grâce a reconnu la valeur de mes peintures quand d'autres les rejetaient. Que des sentiments personnels existent entre nous est sans pertinence pour la question de savoir si mon travail mérite une considération sérieuse, que la société suppose immédiatement qu'un homme puissant doit avoir des motifs inavoués pour soutenir une artiste femme en dit bien plus sur les préjugés de la société que sur le jugement de sa grâce ou la qualité de mon travail, si mes peintures sont accrochées au Parlement, qu'elles soient jugées sur leur mérite artistique, et si j'ai capté l'admiration du duc, que cela aussi soit jugé sur ses mérites,
Son caractère suggère-t-il qu'il confondrait l'appréciation artistique avec l'intérêt romantique? Ou la société trouve-t-elle simplement impossible de croire que le travail d'une femme puisse être apprécié pour lui-même? La lettre était à la fois une défense de son art et un défi aux suppositions genrées qui rendaient le scandale inévitable chaque fois qu'une femme obtenait une reconnaissance. Et elle savait que sa publication la rendrait encore plus controversée, mais transformerait aussi la conversation de ragots lubriques en question de fond sur la place des femmes dans la vie culturelle britannique. Avant de partir pour Londres, elle parla avec sa tante dans le salon du cottage où la lumière du feu projetait des ombres familières et où l'odeur d'huile de lin persistait dans l'air. « Il a essayé de me protéger en me repoussant, » dit Arabella, sa voix stable malgré l'émotion qui menaçait de la submerger. « Il ne comprend pas que je n'ai pas survécu au premier scandale en me cachant. J'ai survécu en créant une œuvre si vraie qu'elle ne pouvait être niée. Je survivrai à celui-ci de la même manière. Et s'il m'aime vraiment, il doit me laisser choisir de me tenir à ses côtés, pas faire ce choix pour moi. » Le voyage vers Londres la mena à travers des paysages d'hiver rudes et beaux, la neige couvrant les fels cédant la place aux villes industrielles et enfin à la capitale, où la tempête sociale faisait rage dans les salons et les chambres parlementaires, bien loin des tempêtes naturelles du Lake District. Elle voyagea en seconde classe, ses mains d'artiste jointes sur son réticule qui contenait sa lettre aux Times. Son visage empreint d'une détermination qui faisait que les autres passagers détournaient le regard de l'intensité de ses yeux gris-vert. Le logement de tante Béatrice à Bloomsbury ressemblait à une salle de guerre alors qu'elle planifiait leur stratégie, le confort familier et usé maintenant chargé d'un but alors qu'elle discutait de la meilleure façon de livrer la lettre et des conséquences qui pourraient suivre. Les bureaux du Times étaient imposants et masculins, tout en bois sombre et fauteuils en cuir. Avec l'odeur de l'encre d'imprimerie, les rédacteurs sceptiques initialement méprisants envers une femme voulant publier une lettre sur l'art et le scandale, jusqu'à ce qu'ils lisent ce qu'Arabella avait écrit et reconnaissent que c'était une nouvelle, que cela ferait vendre des journaux et, plus important encore, que cela déplacerait toute la conversation sur l'exposition Thornbury des ragots à un débat culturel de fond. La qualité de la lumière d'hiver à Londres était dure et impitoyable, illuminant tout sans douceur ni pitié, appropriée au moment de vérité qui approchait alors qu'Arabella se préparait à publier des mots qui clarifieraient sa position et forceraient Sébastien à affronter s'il la voyait vraiment comme une égale capable de faire ses propres choix sur le risque et la réputation, ou si son attitude protectrice révélait que, malgré tous ses discours de partenariat, il la considérait encore fondamentalement comme quelqu'un ayant besoin d'être abrité des conséquences qu'il pensait qu'elle ne pouvait gérer. Le scandale avait porté les enjeux à leur paroxysme en menaçant simultanément les arcs romantiques et professionnels, forçant Arabella à choisir entre la sécurité de se retirer dans l'obscurité et le risque de revendiquer publiquement son droit à la fois à son art et à son amour. Et elle choisit le risque les yeux grands ouverts, parce qu'elle comprenait qu'être vraiment vue exigeait d'être vraiment vulnérable, que la validation ne signifiait rien si elle était achetée par le silence sur ce qui comptait le plus. La lettre d'Arabella au Times fut publiée par un froid matin de fin novembre et créa une sensation immédiate qui déplaça la conversation publique du scandale lubrique aux questions de fond sur la place des femmes dans la vie culturelle britannique, et tante Béatrice la lut à voix haute au petit déjeuner dans le logement de Bloomsbury tandis que les deux femmes retenaient leur souffle, attendant de voir si les mots qui avaient coûté tant d'efforts à Arabella auraient l'impact qu'elle espérait. Les journaux progressistes la défendirent immédiatement, reconnaissant que sa lettre articulait quelque chose de plus grand que la défense de la réputation d'une femme, qu'elle remettait en question les hypothèses fondamentales sous-jacentes à la manière dont la société valorisait ou rejetait la vision créatrice des femmes, en se basant sur des attentes genrées plutôt que sur le mérite réel.
Les défenseurs des droits des femmes citèrent ces mots dans leurs propres publications, et plusieurs artistes et intellectuels de premier plan publièrent des lettres de soutien au Times, affirmant la qualité de son travail indépendamment de toute relation avec le duc, notamment le peintre Charles Tilney, qui écrivit avec une autorité professionnelle qu'il avait examiné le travail de Miss Fairfax de manière approfondie et y avait trouvé une maîtrise technique comparable à celle de Turner et une honnêteté émotionnelle dépassant la plupart des œuvres de paysage contemporaines. Que ceux qui le rejetaient le faisaient non pas par jugement artistique, mais par malaise face à une femme maniant une telle puissance avec le pinceau et la palette, que l'art britannique serait diminué si l'on réduisait sa voix au silence. Le vent commença à tourner alors que la conversation passait des ragots sur une romance inappropriée à un engagement sérieux sur la question de savoir si le Parlement devait se détourner de l'art controversé ou mener le progrès culturel. Et Sébastien fit face au vote parlementaire sur le retrait de l'exposition, en sachant que le résultat déterminerait non seulement l'avenir artistique d'Arabella, mais aussi la question plus large de savoir si le pouvoir institutionnel serait utilisé pour soutenir ou réprimer les voix contestataires. Arabella assista secrètement à la session parlementaire depuis la galerie des dames, assise parmi les épouses et les filles venues observer leurs hommes débattre des affaires de la nation. Et elle regarda Sébastien se lever pour défendre son travail et leurs liens, le cœur battant si fort qu'elle pensa que les femmes à côté d'elle devaient l'entendre. La chambre parlementaire était lambrissée de bois et éclairée au gaz, avec une odeur de vieux cuir et de pouvoir masculin. L'espace conçu pour intimider et impressionner. Et Sébastien se tint devant ses pairs, avec la même intensité qu'elle reconnaissait en le regardant examiner ses peintures dans l'atelier du cottage. Mes honorables collègues suggèrent que l'art devrait dignifier ses salles avec une beauté agréable et non controversée, dit-il d'une voix qui porta jusqu'à chaque coin de la chambre. Je suggère que l'art devrait faire ce que ce Parlement devrait faire, dire la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Les paysages de Miss Fairfax montrent la Grande-Bretagne telle qu'elle est, puissante, parfois brutale, sublime. Si nous ne pouvons accrocher une telle vérité sur nos murs, comment pouvons-nous prétendre dire la vérité dans nos débats? Il reconnut son estime personnelle pour Miss Fairfax avec une honnêteté dévastatrice, refusant de s'excuser ou de dissimuler des sentiments qui avaient dépassé le cadre du mécène et de l'artiste pour devenir quelque chose qui importait bien plus que le calcul politique. J'ai eu l'honneur de connaître l'un des esprits les plus fins et les plus courageux de Grande-Bretagne, dit Sébastien au député assemblée. Si cette connaissance a conduit à un sentiment plus profond, je ne m'en excuserai pas. L'amour bâti sur une admiration sincère n'est pas un scandale. C'est plutôt le plus grand compliment que je puisse offrir et recevoir. Pendant son discours, Sébastien leva les yeux directement vers l'endroit où Arabella était assise dans la galerie des dames, et leurs regards se croisèrent à travers la chambre dans un moment de reconnaissance et de connexion, si puissant qu'elle le sentit comme un contact physique. Et elle comprit que quoi qu'il arrive avec le vote, ils avaient déjà gagné quelque chose de plus important, le droit de se choisir ouvertement, malgré les tentatives de la société, de les pousser à la séparation par la honte. Son discours, combiné au soutien des députés réformistes et au changement d'opinion publique créé par sa lettre, remporta le vote. L'exposition resterait dans les espaces parlementaires, et plus encore, le Parlement vota pour acheter 3 des peintures d'Arabella pour la collection permanente, la transformant d'exposante temporaire controversée en partie reconnue et permanente du patrimoine culturel britannique. Immédiatement après le vote, Sébastien quitta la chambre, toujours en tenue parlementaire, et se rendit directement au logement de tante Béatrice. Arrivant essoufflé d'avoir couru dans les rues de Londres avec une hâte inconvenante, et Arabella l'accueillit à la porte, des émotions trop complexes pour être nommées l'inondante. Ils s'affrontèrent dans le petit salon miteux aux murs couverts de croquis tachés de peinture, et la colère qu'elle portait en elle depuis la réception de sa lettre de libération se déversa avant qu'il ne puisse parler.
Ce n'est pas à toi de décider des risques que je prends, Sébastien, dit-elle avec une clarté féroce. Ce n'est pas à toi de me protéger en me repoussant. Je ne suis pas un tableau que tu peux enfermer dans une galerie privée pour le garder en sécurité. Je suis une femme qui a survécu à une destruction et s'est reconstruite. Je peux survivre au scandale. La question est de savoir si tu peux survivre en aimant une égale au lieu de quelqu'un que tu peux abriter. Sébastien accueillit sa colère avec une acceptation complète, sans défense ni justification, juste une reconnaissance honnête de son erreur. « Tu as raison, » dit-il doucement. « J'ai essayé de te protéger comme si tu étais fragile, alors que tout en toi est force. Pardonne-moi. J'ai passé ma vie au Parlement à me battre pour le droit des autres à choisir leur propre chemin, et puis je t'ai refusé ce choix même. Je t'aime, Arabella, non comme ton mécène ou ton protecteur, mais comme ton partenaire, si tu veux de moi. » La colère céda la place à la vulnérabilité, alors qu'ils se tenaient assez près pour se toucher dans le logement exigu, et Arabella sentit les murs qu'elle avait construits contre l'espoir de ce moment s'effondrer entièrement. « Je veux de toi, » lui dit-elle, la voix tremblante. « Mais comprends bien, je n'arrêterai pas de peindre, je n'adoucirai pas mon travail, je ne serai pas la duchesse décorative. Tu épouseras une artiste qui oublie parfois le dîner parce que la lumière est parfaite, qui aura de la peinture sur sa robe lors des réceptions d'État, qui lancera absolument des disputes politiques lors de tes dîners parlementaires. » Sébastien sourit alors avec une expression d'une telle joie et d'un tel soulagement qu'elle transforma son visage sérieux. « J'y compte bien, » dit-il, et il l'embrassa avec la féroce égalité de deux personnes qui s'étaient frayé un chemin l'une vers l'autre à travers l'opposition sociale et le doute personnel, qui comprenaient que leur partenariat était bâti sur une reconnaissance authentique plutôt que sur une fantaisie romantique. Le baiser ne fut ni doux ni hésitant, mais féroce et égal, et quand ils se séparèrent enfin, tante Béatrice se tenait dans l'embrasure de la porte avec du thé et une expression de profonde satisfaction d'avoir vécu pour voir sa nièce revendiquer à la fois le succès artistique et l'amour selon ses propres termes, sans compromis. Ils se marièrent discrètement quelques semaines plus tard dans un bureau d'état civil avec tante Béatrice et le meilleur ami de Sébastien comme témoin, Arabella portant une robe simple de la couleur des nuages d'orage, car elle refusait de jouer la féminité nuptiale même le jour de son mariage, et la cérémonie fut petite, intime et totalement indifférente à l'opinion de la société sur la manière dont un duc devrait se marier ou sur le genre de femme qui méritait une telle élévation. 6 mois plus tard, à l'été 1853, Arabella se tenait dans une galerie moderne et lumineuse où ses peintures étaient mises en évidence aux côtés d'autres artistes progressistes, son travail étant désormais exposé à l'international alors que les critiques d'art britanniques, qui l'avaient initialement rejeté, se précipitaient pour réécrire leurs évaluations à la lumière de sa reconnaissance croissante. Elle était plus âgée maintenant, plus confiante, avec de la peinture toujours incrustée sous ses ongles et portant des vêtements coûteux mais pratiques que la richesse de Sébastien rendait possible, mais qu'elle choisissait pour leur fonction plutôt que pour la mode, ne jouant plus la féminité pour les attentes de quiconque. Sébastien se tenait à ses côtés, comme il l'avait fait à l'exposition parlementaire, mais maintenant en tant que son mari plutôt que son mécène. Et il regardait une jeune artiste d'environ 19 ans exposer nerveusement ses premiers paysages, des peintures sombres, puissantes et vraies qui rappelaient douloureusement à Arabella son propre travail précoce et le courage qu'il avait fallu pour les montrer publiquement. La jeune artiste approcha Arabella avec la même gratitude larmoyante qu'Arabella elle-même avait offerte aux quelques femmes qui l'avaient encouragée, et Arabella se retrouva à donner le conseil dont elle avait autrefois désespérément besoin. « Ils te diront de peindre ce qui est joli, ce qui est sûr, ce qui ne dérangera personne, » dit-elle à la jeune femme, la main de Sébastien chaude dans la sienne. « Peins ce qui est vrai. Plutôt, peins ce que tu vois,
et ressens même si, surtout si, cela les met mal à l'aise, et quand ils te critiqueront, souviens-toi que leur malaise signifie que tu fais quelque chose d'important. La jeune artiste posa la question qu'Arabella s'était autrefois posée dans les moments de doute. Mais s'ils rejettent mon travail, si personne ne veut voir ce que j'ai peint? Arabella regarda cette jeune femme se tenant là où elle s'était tenue il n'y a pas si longtemps, terrifiée, courageuse, et s'accrochant à sa vision artistique malgré toutes les pressions sociales pour l'abandonner. « Alors, tu peindras quand même, » dit-elle doucement, « parce que le travail importe plus que la réception. Et finalement, peut-être quand tu t'y attendras le moins, quelqu'un verra ce que tu as créé et reconnaîtra sa valeur. Quelqu'un le fait toujours si tu es assez courageuse pour continuer à leur montrer qui tu es vraiment. » La galerie autour d'eux était pleine de gens engagés dans une discussion sérieuse sur un art qui défiait plutôt qu'il ne réconfortait. Et à travers les hautes fenêtres, Arabella pouvait voir les rues de Londres, où les femmes commençaient à revendiquer des espaces qui leur étaient auparavant refusés, lentement et avec une opposition énorme, mais se dirigeant indéniablement vers des avenirs que leurs mères n'auraient pu imaginer. Sur le mur derrière elle était accrochée sa peinture de Grasmere en hiver, le paysage où elle et Sébastien s'étaient trouvés, faisant maintenant partie de la collection permanente de la National Gallery, aux côtés d'œuvres d'artistes dont les noms leur survivraient à tous. Et elle comprit que le voyage de la moquerie dans une petite galerie, à ce moment de reconnaissance et d'influence, l'avait transformée de victime du jugement de la société en contestataire active des limites de la société. Elle n'était pas seulement une réussite elle-même, mais elle permettait la réussite des autres, brisant le cycle du silence qui avait failli détruire son esprit créatif. Et la jeune artiste devant elle représentait toutes les femmes qui bénéficieraient du refus d'Arabella d'accepter que la vision féminine doit être douce, décorative et confinée à des sujets acceptables. Sébastien serra sa main et elle se tourna pour croiser ses yeux, gris de rage et plein d'amour, de respect et de partenariat, et elle sut qu'ils continueraient à se battre ensemble pour ce qui importait. Ses réformes parlementaires et sa vérité artistique entrelacées dans une conviction partagée que le pouvoir devrait servir la justice plutôt que le confort, que les institutions devraient mener le progrès plutôt que d'y résister, que l'amour entre égaux qui se défiaient mutuellement d'être meilleurs valait tous les scandales que la société pouvait fabriquer. L'histoire ne se terminait pas par un « et ils vécurent heureux », mais par un « et ils vécurent avec détermination », avec deux personnes qui s'étaient choisies et avaient choisi le dur travail de faire une place dans un monde inhospitalier pour les voix qui avaient besoin d'être entendues. Et alors que la lumière du soir tombait, dorée, à travers les fenêtres de la galerie, sur des peintures qui disaient la vérité sur le paysage et le caractère de la Grande-Bretagne, Arabella ressentit la profonde satisfaction d'avoir revendiqué non seulement la reconnaissance artistique, mais le droit de définir le succès selon ses propres termes, d'être à la fois artiste, épouse et intellectuelle publique sans excuse ni compromis, de montrer à d'autres femmes que la survie était possible, et que plus que la survie était possible, si l'on était assez courageuse pour continuer à peindre la vérité même lorsque le monde insistait sur de jolis mensonges.